La voiture avançait lentement, lentement, à tout petits pas. Les roues s'enfonçaient dans la neige, le coffre entier geignait avec des craquements sourds. Les bêtes glissaient, soufflaient, fumaient, et le fouet gigantesque du cocher claquait sans repos, voltigeait de tous côtés, se nouant et se déroulant comme un serpent mince, et cinglant brusquement quelques croupes rebondies qui se tendaient alors, sous un effort plus violent. Mais le jour imperceptiblement grandissait. Ces flocons légers, qu'un voyageur rouennais pur sang avait comparés à une pluie de coton, ne tombaient plus. Une lueur sale filtrait à travers de gros nuages obscurs et lourds qui rendaient plus éclatante la blancheur de la campagne, où apparaissait tantôt une ligne de grands arbres vêtus de givre, tantôt une chaumière avec un capuchon de neige. Dans la voiture, on se regardait curieusement à la triste clarté de cette aurore. Tout au fond, aux meilleures places, sommeillaient en face l'un de l'autre Monsieur et Madame Loiseau, des marchands de vin en gros de la rue du Grand Pont. Ancien commis d'un patron ruiné dans les affaires, Loiseau avait racheté le fonds et fait fortune. Il vendait, à très bon marché, de très mauvais vins aux petits débitants des campagnes et passait parmi ses connaissances et ses amis pour un fripon madré, un vrai Normand, plein de ruse et de jovialité. Sa réputation de filou était si bien établie qu'un soir, à la préfecture, M. Tournelle, auteur de fables et de chansons, esprit mordant et fin, une gloire locale, avait proposé aux dames qu'il voyait un peu somnolentes de faire une partie de l'oiseau-vol. Le mot lui-même vola à travers les salons du préfet, puis, gagnant ceux de la ville, avait fait rire pendant un mois toutes les mâchoires de la province. L'oiseau était en outre célèbre par ses farces de toute nature, ses plaisanteries bonnes ou mauvaises, et personne ne pouvait parler de lui sans ajouter immédiatement « Il est impayable, ce oiseau !» De taille exiguë, il présentait un ventre en ballon surmonté d'une face rougeaude entre deux favoris grisonnants. Sa femme, grande, forte, résolue, avec la voix haute et la décision rapide, était l'ordre et l'arithmétique de la maison de commerce, qu'il animait par son côté joyeux. À côté d'eux se tenait plus digne, appartenant à une caste supérieure, Monsieur Carré-Lamadon, homme considérable, posé dans les cotons, propriétaire de 3 filatures, officier de la Légion d'honneur et membre du Conseil général. Il était resté tout le temps de l'Empire chef de l'opposition bienveillante, uniquement pour se faire payer plus cher son ralliement à la cause qu'il combattait avec des armes courtoises, selon sa propre expression. Madame Carré-Lamadon, beaucoup plus jeune que son mari, demeurait la consolation des officiers de bonne famille envoyés à Rouen en garnison. Elle faisait, vis-à-vis de son époux, toute petite, toute mignonne, toute jolie, pelotonnée dans ses fourrures, et regardait d'un œil navré l'intérieur lamentable de la voiture. Ses voisins, le comte et la comtesse Hubert de Bréville, portaient un des noms les plus anciens et les plus nobles de Normandie. Le comte, vieux gentilhomme de grande tournure, s'efforçait d'accentuer, par les artifices de sa toilette, sa ressemblance naturelle avec le roi Henri IV, qui, suivant une légende glorieuse pour la famille, avait rendu grosse une dame de Bréville, dont le mari, pour ce fait, était devenu comte et gouverneur de province. Collègue de M. Carré-Lamadon au Conseil général, le comte Hubert représentait le parti orléaniste dans le département. L'histoire de son mariage avec la fille d'un petit armateur de Nantes était toujours demeurée mystérieuse. Mais, comme la comtesse avait grand air, recevait mieux que personne, passait même pour avoir été aimée par un des fils de Louis-Philippe, toute la noblesse lui faisait fête, et son salon demeurait le premier du pays, le seul où se conserva la vieille galanterie, et dont l'entrée fut difficile. La fortune des Bréville, tout en bien fonds, atteignait, disait-on, 500 000 livres de revenus. Ces 6 personnes formaient le fond de la voiture, le côté de la société rentée, sereine et forte, des honnêtes gens autorisés qui ont de la religion et des principes. Par un hasard étrange, toutes les femmes se trouvaient sur le même banc, et la comtesse avait encore pour voisines 2 bonnes sœurs
qui égrenaient de longs chapelets en marmottant des patères et des ave. L'une était vieille et avec une face défoncée par la petite vérole comme si elle eût reçu à bout portant une bordée de mitraille en pleine figure. L'autre, très chétive, avait une tête jolie et maladive sur une poitrine de fistique rongée par cette foi dévorante qui fait des martyrs et des éliminés. En face des deux religieuses, un homme et une femme attiraient les regards de tous. L'homme, bien connu, était Cornudet le Démoc, la terreur des gens respectables. Depuis 20 ans, il trempait sa grande barbe rousse dans les bocs de tous les cafés démocratiques. Il avait mangé, avec les frères et les amis, une assez belle fortune qu'il tenait de son père, ancien confiseur, et il attendait impatiemment la République pour obtenir enfin la place méritée par tant de consommations révolutionnaires. Au 4 septembre, par suite d'une farce peut-être, il s'était cru nommé préfet, mais quand il voulut entrer en fonction, les garçons du bureau, demeurés seuls maîtres de la place, refusèrent de le reconnaître, ce qui le contraignit à la retraite. Fort bon garçon, du reste, inoffensif et serviable, il s'était occupé avec une ardeur incomparable d'organiser la défense. Il avait fait creuser des trous dans les plaines, couché tous les jeunes arbres des forêts voisines, semé des pièges sur toutes les routes, et, à l'approche de l'ennemi, satisfait de ses préparatifs, il s'était vivement replié vers la ville. Il pensait maintenant se rendre plus utile au Havre, où de nouveaux retranchements allaient être nécessaires. La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce, qui lui avait valu le surnom de boule de suif. Petite, ronde de partout, grasse à l'art, avec des doigts bouffis étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe, elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir, et là, dedans, s'ouvraient en haut 2 yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais, qui mettaient une ombre dedans. En bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. Elle était de plus, disait-on, pleine de qualités inappréciables. Aussitôt qu'elle fut reconnue, les chuchotements coururent parmi les femmes honnêtes, et les mots de prostituée, de honte publique, furent chuchotés si haut qu'elle leva la tête. Alors, elle promena sur ses voisins un regard tellement provoquant et hardi qu'un grand silence aussitôt régna, et tout le monde baissa les yeux, à l'exception de l'oiseau qui la guettait d'un air émoustillé. Mais bientôt la conversation reprit entre les 3 dames, que la présence de cette fille avait rendues subitement amies, presque intimes. Elles devaient faire, leur semblait-il, comme un faisceau de leur dignité d'épouse en face de cette vendue sans vergogne. Car l'amour légal le prend toujours de haut avec son confrère libre. Les 3 hommes aussi, rapprochés par un instinct de conservateur à l'aspect de Cornudet, parlaient argent d'un certain ton dédaigneux pour les pauvres. Le comte Hubert disait les dégâts que lui avaient fait subir les Prussiens, les pertes qui résultaient du bétail volé et des récoltes perdues, avec une assurance de grand seigneur 10 fois millionnaire que ces ravages gêneraient à peine une année. Monsieur Carré-Lamadon, fort éprouvé dans l'industrie cotonnière, avait eu soin d'envoyer 600 000 francs en Angleterre, une poire pour la soif qu'il se ménageait à toute occasion. Quant à l'oiseau, il s'était arrangé pour vendre à l'intendance française tous les vins communs qui lui restaient en cave, de sorte que l'État lui devait une somme formidable qu'il comptait bien toucher au Havre. Et tous les 3 se jetaient des coups d'œil rapides et amicaux. Bien que de conditions différentes, ils se sentaient frères par l'argent, de la grande franc-maçonnerie de ceux qui possèdent, qui font sonner de l'or en mettant la main dans leur poche. La voiture allait si lentement qu'à 10 heures du matin, on n'avait pas fait 4 lieues. Les hommes descendirent 3 fois pour monter des côtes à pied. On commençait à s'inquiéter car on devait déjeuner à Tôtes et l'on désespérait maintenant d'y parvenir avant la nuit. Chacun guettait pour apercevoir un cabaret sur la route, quand la diligence sombra dans un amoncellement de neige, et il fallut 2 heures pour la dégager. L'appétit grandissait, troublait les esprits,
et aucune gargote, aucun marchand de vin ne se montrait. L'approche des Prussiens et le passage des troupes françaises affamées ayant effrayé toutes les industries. Les messieurs courirent aux provisions dans les fermes à bord du chemin, mais ils n'y trouvèrent même pas de pain, car le paysan défiant cachait ses réserves dans la crainte d'être prié par les soldats. Vers 1 heure de l'après-midi, l'oiseau annonça que décidément, il se sentait un rude creux dans l'estomac. Tout le monde souffrait comme lui depuis longtemps, et le violent besoin de manger augmentant toujours avait tué les conversations. De temps en temps, quelqu'un bâillait, un autre presque aussitôt l'imitait, et chacun à tour de rôle, suivant son caractère, son savoir-vivre et sa position sociale, ouvrait la bouche avec fracas ou modestement en portant vite sa main devant le trou béant d'où sortait une vapeur. Boule de Suie, à plusieurs reprises, se pencha comme si elle cherchait quelque chose sous ses jupons. Elle hésitait une seconde, regardait ses voisins, puis se redressait tranquillement. Les figures étaient pâles et crispées. L'oiseau affirma qu'il paierait 1000 francs pour un jambonneau. Sa femme fit un geste comme pour protester, puis elle se calma. Elle souffrait toujours en entendant parler d'argent gaspillé, et ne comprenait même pas les plaisanteries sur ce sujet. « Le fait est que je ne me sens pas bien, » dit le comte. « Comment n'ai-je pas songé à apporter des provisions ?» Et chacun se faisait le même reproche. Cependant, Commodé avait une gourde pleine de rhum. Il en offrit, on refusa froidement. Loisel seul en accepta 2 gouttes, et lorsqu'il rendit la gourde, il remercia. « C'est bon tout de même ça réchauffe, ça trompe l'appétit. » L'alcool le mit de belle humeur, et il proposa de faire comme sur le petit navire de la chanson, de manger le plus gras des voyageurs. Cette allusion indirecte à Boule de Suie choqua les gens bien élevés. On ne répondit pas. Commodé seul eut un sourire. Les 2 bonnes sœurs avaient cessé de marmotter leur rossaire, et les mains enfoncées dans leurs grandes manches, elles se tenaient immobiles, baissant obstinément les yeux, offrant sans doute au ciel la souffrance qu'il leur envoyait. Enfin, à 3 heures, comme on se trouvait au milieu d'une plaine interminable, sans un seul village en vue, Boule de Suie, se baissant vivement, retira de sous la banquette un large panier couvert d'une serviette blanche. Elle en sortit d'abord une petite assiette de faïence, une fine timbale d'argent, puis une vaste terrine dans laquelle 2 poulets entiers tout découpés avaient confit dans leur gelée, et l'on apercevait encore dans le panier d'autres bonnes choses enveloppées, des pâtés, des fruits, des friandises, des provisions parées pour un voyage de 3 jours, afin de ne point toucher à la cuisine des auberges. 4 goulots de bouteilles dépassaient entre les paquets de la nourriture. Elle prit une aile de poulet et délicatement se mit à la manger, avec un de ces petits pains que l'on appelle Régence en Normandie. Tous les regards étaient tendus vers elle. Puis l'odeur se répandit, élargissant les narines, faisant venir aux bouches une salive abondante, avec une contraction douloureuse de la mâchoire sous les oreilles. Le mépris des dames pour cette fille devenait féroce, comme une envie de la tuer ou de la jeter en bas de la voiture dans la neige, elle, sa timbale, son panier et ses provisions. Mais l'oiseau dévorait des yeux la terrine de poulet. Il dit « À la bonne heure, madame, vous avez eu plus de précautions que nous. Il y a des personnes qui savent toujours penser à tout. » Elle leva la tête vers lui. « Si vous en désirez, monsieur, c'est dur de jeûner depuis le matin. » Il la salua. « Ma foi, franchement, je ne refuse pas. Je n'en peux plus. À la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas, madame ?» Et jetant un regard circulaire, il ajouta « Dans des moments comme ça, on est bien aise de trouver des gens qui vous obligent. » Il avait un journal, il l'étendit pour ne point tacher son pantalon. Et sur la pointe d'un couteau toujours logé dans sa poche, il enleva une cuisse toute vernie de gelée, la dépeça des dents, puis la mâcha avec une satisfaction si évidente qu'il y eut dans la voiture un grand soupir de détresse.
Mais Boule de Suie, d'une voix humble et douce, proposa aux bonnes sœurs de partager sa collation. Elles acceptèrent toutes les deux, et, sans lever les yeux, se mirent à manger très vite après avoir balbutié des remerciements. Commudé ne refusa pas non plus les offres de sa voisine, et l'on forma avec les religieuses une sorte de table en développant des journaux sur les genoux. Les bouches s'ouvraient et se fermaient sans cesse, avalaient, mastiquaient, engloutissaient férocement. L'oiseau, dans son coin, travaillait dur et à voix basse. Il engageait sa femme à l'imiter. Elle résista longtemps, puis, après une crispation qui lui parcourut les entrailles, elle céda. Alors son mari, arrondissant sa phrase, demanda à la charmante compagne si elle lui permettait d'offrir un petit morceau à Madame Loiseau. Elle dit « Mais oui, certainement, monsieur », avec un sourire aimable, et tendit la terrine. Un embarras se produisit lorsqu'on eut débouché la première bouteille de Bordeaux. Il n'y avait qu'une timbale. On se la passa après l'avoir essuyée. Commudé, seul, par galanterie sans doute, posa ses lèvres à la place humide encore des lèvres de sa voisine. Alors, entouré de gens qui mangeaient, suffoqués par les émanations de nourriture, le comte et la comtesse de Bréville, ainsi que monsieur et madame Carré-Lamadon, souffrirent de ce supplice odieux qui a gardé le nom de Tantale. Tout d'un coup, la jeune femme du manufacturier poussa un soupir et fit retourner les têtes. Elle était aussi blanche que la neige du dehors. Ses yeux se fermèrent, son front tomba. Elle avait perdu connaissance. Son mari, affolé, implorait le secours de tout le monde. Chacun perdait l'esprit, quand la plus âgée des bonnes sœurs, soutenant la tête de la malade, glissa entre ses lèvres la timbale de Boule de Suie et lui fit avaler quelques gouttes de vin. La jolie dame remua, ouvrit les yeux, sourit et déclara d'une voix de mourante qu'elle se sentait fort bien maintenant. Mais afin que cela ne se renouvelât plus, la religieuse la contraignit à boire un plein verre de Bordeaux. Et elle ajouta « C'est la faim, pas autre chose ». Alors Boule de Suie, rougissante et embarrassée, balbutia en regardant les 4 voyageurs restés à jeun. « Mon Dieu, si j'osais offrir à ces messieurs et à ces dames… » Elle se tut, craignant un outrage. L'oiseau prit la parole. « Eh, parbleu, dans des cas pareils, tout le monde est frère et doit céder. Allons, mesdames, pas de cérémonie, acceptez, que diable. Savons-nous si nous trouverons seulement une maison où passer la nuit? Du train où nous allons, nous ne serons pas atteintes avant demain matin. » On hésitait, personne n'osant assumer la responsabilité du oui. Mais le comte trancha la question. Il se tourna vers la grosse fille intimidée et prenant son grand air de gentilhomme, il dit « Nous acceptons avec reconnaissance, madame. » Le premier pas seul coûtait. Une fois que Rubicon passé, on s'en donna carrément. Le panier fut vidé. Il contenait encore un pâté de foie gras, un pâté de mauviettes et un morceau de langue fumée, des poires de crassane, un pavé de Pont-l'Évêque, des petits fours et une tasse pleine de cornichons et d'oignons au vinaigre. Boule de Suie, comme toutes les femmes, adorant les crudités. On ne pouvait manger les provisions de cette fille sans lui parler. Donc, on causa. Avec réserve d'abord, puis, comme elle se tenait fort bien, on s'abandonna davantage. Mesdames de Bréville et Carré-Lamadon, qui avaient un grand savoir-vivre, se firent gracieuses avec délicatesse. La comtesse, surtout, montra cette condescendance aimable dont les très nobles dames, qu'aucun contact ne peut salir, sont capables, et elle fut charmante. Mais la forte Madame Loiseau, qui avait une âme de gendarme, resta revêche, parlant peu et mangeant beaucoup. On s'entretint de la guerre, naturellement. On raconta des faits horribles des Prussiens, des traits de bravoure des Français, et tous ces gens qui fuyaient rendirent hommage au courage des autres. Les histoires personnelles commencèrent bientôt, et Boule de Suie raconta avec une émotion